Bonjour, voilà le 35e épisode de notre revue de la semaine. Je tiens bon, hein. Là on est en plein été, en pleine session parlementaire. Je commence ici à 9 h le matin, je finis le soir à minuit et demi, 1 h tous les jours. Voilà la vie de château que nous menons aujourd'hui, moi et mes collaborateurs, que par ailleurs on soupçonne d'emploi fictif. Hein. Bon. Alors ici on est dans mon bureau de président du groupe La France Insoumise, donc vous reverrez sans doute ces images, mais pas comme ça, parce que cet été, ils vont repeindre, m'a-t-on dit. Et donc, après, nous redécorer pour que ce soit un peu moins austère et un peu moins cheap que c'est en ce moment. Ok? Bon, allez, hop, générique. Je commence par vous parler de l'affaire de la démission du général Pierre de Villiers, qui est actuellement, qui était jusqu'à ce matin, le chef d'état-major des armées. Alors, c'est une situation d'une extraordinaire gravité. Quoi qu'il arrive après, je veux dire, il peut se produire que, bon, c'est l'été, et puis le bruit médiatique se déplace d'un endroit à l'autre, mais c'est une blessure profonde et qui va avoir une onde de choc pendant longtemps. Il y a des moments comme ça dans la vie d'un pays où il se passe des actes dont on croit que, bon, allez hop, c'est fini. Non, il continue à œuvrer. Par exemple, quand on a voté non au traité constitutionnel de 2005 et qu'ensuite Sarkozy s'est arrangé pour trouver une majorité pour voter oui au Parlement en congrès à Versailles, ils ont pu croire, tous autant qu'ils étaient, toute la médiacratie, toute la cléricature médiatique qui avait entouré le oui, qui avait porté ça, que ouf, l'affaire était réglée, on n'en parlait pas et on tournait la page. Non, l'onde de choc a continué à travailler le pays en profondeur, le pays avait voté non, et les importants et les médias avaient voté oui, et c'est eux qui ont eu le dernier mot. Et ça continue à travailler. On peut dire que c'est le point de départ de la vague dégagiste qui est en train de passer sur notre pays et qui est loin d'avoir fini son parcours. Alors je viens précisément sur l'affaire du général de Villiers. Que s'est-il passé? Le général, qui est le chef d'état-major des armées, est invité par une commission de l'Assemblée nationale, d'accord, qui est le pouvoir législatif, qui est le pouvoir suprême, en principe, dans notre pays. Il est reçu à huis clos, pas une séance publique. Et la commission de l'Assemblée nationale, qui est une commission permanente, c'est pas une commission extraordinaire, une commission permanente qui est donc dans son rôle, à peine l'Assemblée est-elle installée, de recevoir pour l'auditionner le chef des armées. Et fait son travail en faisant ça. Et le devoir et l'honneur du général, je dis l'honneur parce que nous sommes en République, et le général est républicain. Le devoir et l'honneur, c'est de répondre aux questions qui lui sont posées. Et c'est pas un automate qu'on a là, c'est pas un petit bonhomme à qui on demande de venir faire sa récitation. C'est le chef d'état-major des armées. Donc il doit non seulement répondre aux questions qui lui sont posées, mais donner son avis, parce qu'il est le plus haut responsable, et de fait, dans la situation, le meilleur connaisseur de la situation. Donc il fait son travail quand il répond. Il est dans son devoir, comme les parlementaires sont dans leur devoir en lui posant des questions. Alors à partir de là, on voit une chose incroyable. Le président de la République admoneste publiquement le chef d'état-major des armées et les autres généraux et officiers généraux de nos armées à l'occasion d'un petit pince-fesse qui a le 13 juillet, la veille, au ministère de la Défense. La veille du 14 juillet, on a toujours fait ça. Il y a une sorte de pot qui est offert aux responsables des armées, des unités qui vont défiler le lendemain. Et là, il leur fait un discours terrible sur le thème « c'est moi le chef et vous n'avez pas à déballer sur la place publique ». Ah mais, ça va pas ça. Une commission du Parlement, c'est pas la place publique. Et on ne déballe pas. On fait son devoir en répondant aux questions qui sont posées par les parlementaires. Vous voyez? Alors, moi je suis intraitable sur le sujet. Les militaires doivent servir et obéir. C'est tout à fait clair. Mais leur service et leur obéissance est due à la nation. Et donc à ses représentants, les députés du peuple. Il est donc tout à fait odieux qu'on se soit saisi d'une fuite de presse, hein, parce que évidemment, toute la presse est dans les fuites, hein,
pour s'emparer de cette question, pour faire une tentative autoritaire de démonstration de force. Alors pourquoi? Après tout, on pourrait admettre que, bon, après tout, il roule un peu les mécaniques, le président de la République, il veut montrer qu'il a tout compris. Il est un peu dans l'ivresse des sommets. Hein. Dans le Figaro, ils ont rappelé une formule qu'avait utilisée Macron à propos, où il parle de mes soldats. Bon, doucement là, il faut se calmer. C'est pas tes soldats, c'est ceux du pays. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans sa manière de manier l'autorité. Mais là, ça tombe très mal, c'est pour ça que c'est grave. C'est grave quant au principe qui est violé, le général devait dire ce qu'il pensait, le huis clos devait être respecté, et c'est pas au général de payer cet abus qui est de faire fuiter pour provoquer un incident et provoquer la réaction du président de la République totalement excessive. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que ça tombe mal en raison du contexte. Parce que, de quoi parle-t-on dans cette affaire? Le problème, ce n'est pas le général de Villiers. Le problème, c'est qu'il va y avoir 850 millions d'économies faites sur les forces armées. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le chef d'état-major des armées considère que, compte tenu des missions qu'on lui confie, et qu'il a le devoir de faire, d'accomplir, il ne peut pas y arriver s'il lui manque ces 850 millions, parce qu'il doit à la fois faire tourner les armées, mais aussi assumer 4 fronts d'opérations extérieures. C'est pas rien, 4 fronts. Combien de pays font un effort pareil dans le monde? C'est donc au moment où il y a un doute, où les militaires se disent ben, c'est dur de tenir les missions qu'on nous a données, c'est bon, on leur dit bon, en plus on va vous retirer de l'argent, et malgré ça vous devez tout faire tourner. Donc ça crée un malaise. Imaginez-vous des gens qui sont au combat, à qui on dit ouais bon d'accord vous êtes au combat, mais on n'est même pas sûr que ça en vaut la peine, la preuve c'est qu'on ne paye pas. Ça provoque donc une crise morale dans la relation de confiance entre les armées et la nation. Alors, est-ce que parler comme ça, c'est être militariste? Non. C'est considérer que nous avons un système de défense, on doit discuter de ses finalités, de ses objectifs, on peut même dire on n'en a plus besoin, on arrête. Ça existe, hein. Il y a des gens qui défendent cette idée radicalement pacifiste, qui est de dire, bon, tout ça c'est terminé, on ne veut plus avoir de système de défense de cette nature. Mais si on en veut un, ce qui est mon cas, parce que je considère que c'est évidemment un appui de souveraineté, eh ben, il faut l'assumer. Et donc de quoi doit-on parler, les gens? De ce que ça coûte vraiment, mais pas dans le vide. J'ai entendu dire qu'il voulait porter, le président Macron voulait porter le budget à 2% de la richesse du pays. Je vous en ai déjà parlé dans une des revues de la semaine. Ah bon, 2%, pourquoi 2? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 1? C'est pas le sujet des chiffres, c'est pourquoi faire. On doit d'abord dire ce qu'on veut faire, puis après on dit combien ça coûte. Et puis si ça coûte trop cher parce qu'on n'a pas les moyens, on regarde ce qu'on laisse tomber. Bon, on peut décider de laisser tomber certains aspects de la panoplie de guerre dont nous disposons. Par exemple, moi je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose de conserver des moyens de bombardement nucléaire, c'est-à-dire de conserver des avions qui vont faire des tirs nucléaires, s'il y avait besoin, ça fait partie de la dissuasion, je ne suis pas sûr. Je pense que l'arme la plus efficace, c'est les sous-marins, pour faire ce travail-là. Bon, c'est un peu technique comme discussion, parce que dans ce domaine, il n'y a pas de dogme, c'est l'utilité, le pragmatisme, pour une fois, hein, qui joue le rôle. Qu'est-ce qui sert à quelque chose et dans quelles conditions? Donc il faut discuter des missions, mais une fois qu'on a fixé les missions, il faut les payer, sinon c'est absurde. Et quand on arrête de payer, on provoque des dégradations qui sont plus grandes que celles qu'on observe dans le moment où on arrête de payer. Parce que le matériel surutilisé va se déglinguer plus vite, et donc ça va coûter plus cher, ou de le maintenir, ou d'en disposer, parce que des fois on l'use tellement qu'il faut tout racheter à zéro, parce que bon, c'est fini, ça ne peut plus servir. Donc vous voyez, autour de cette histoire, du coup de menton du président Macron contre les dirigeants des forces armées de notre pays, c'est une onde de choc d'une très grande ampleur qui est posée. Est-ce que dorénavant, tout militaire qui va devant une commission parlementaire peut s'exprimer librement, oui ou non?
Et s'ils ne s'expriment pas librement, pourquoi? Pourquoi accepter qu'ils ne puissent pas s'exprimer librement? À quoi sert le Parlement? Est-ce que le financement est à hauteur des missions qui ont été confiées aux armées? Oui ou non? Si on diminue les budgets, qu'est-ce qu'on va diminuer dans les missions qu'on leur a confiées? On doit pouvoir parler de tout ça, non? On ne va pas simplement apprendre en ouvrant le journal qu'il y a 850 millions de moins et que le chef d'état-major des armées a été poussé vers la sortie. Réfléchissez-y. Quand on défend des principes, il faut les défendre jusqu'au bout et complètement. Alors, je ne sais pas pourquoi le ministre Darmanin m'a pris à partie dans l'hémicycle quand on parlait du budget, en disant un peu n'importe quoi d'ailleurs, qu'il était étonné de voir que j'étais contre la baisse du budget des armées. Alors je suis très étonné de savoir que le groupe de la France Insoumise souhaite que nous augmentions le budget des armées. Je l'ai appris aujourd'hui. Ça ne m'a pas paru tout à fait cohérent avec les propositions de M. Mélenchon pendant la campagne présidentielle, mais j'ai dû me tromper. Bah oui, je suis contre la baisse du budget des armées parce que tel que les armées sont engagées, il faut respecter ces engagements. Ou alors on en change et on a la discussion. On décide que bon, on n'intervient plus ici, on n'intervient plus là. Je suis d'accord avec ça. Hein. Mais on commence d'abord par discuter de ce qu'on fait, pas de ce que ça coûte, c'est absurde. Voilà, alors le ministre a parlé pour ne rien dire contre moi. Après il dit, je suis surpris, d'autant que j'avais cru voir que vous proposez de supprimer les avions qui transportent les bombes nucléaires. Monsieur Mélenchon proposait notamment la fin d'une composante nucléaire, me semble-t-il. Bah oui, en effet, j'étais peut-être surpris, mais ça fait un moment que je l'ai dit et c'est dans le programme. Et puis dit d'ailleurs que vous étiez contre la conscription. Il était contre le service national, il était contre tout un tas de propositions sur l'augmentation du budget des armées. Ben pas du tout, j'ai voté contre la suspension de la conscription. C'est-à-dire que je crois, moi, qu'il faut maintenir permanent le lien par la conscription entre les armées et le peuple. Voilà. Alors c'est un point de vue qui se discute, mais en tout cas c'est un point de vue qui a une cohérence. C'est du fait que notre armée est d'abord l'armée du peuple. Ce n'est pas une armée en soi, ce n'est pas l'armée du président de la République, hein, c'est l'armée du peuple français. Et c'est donc le peuple français qui, à la fois, y participe et contrôle ce qu'elle fait. Voilà, c'est la cohérence de ma vision. Réfléchissez-y, c'est une histoire dont vous allez entendre parler pendant un moment. Pour ma part, je regrette qu'on en soit arrivé à cette situation, parce que je pense que ça va faire beaucoup de mal, et que, honnêtement, même s'il y a des désaccords de toutes sortes, on imagine assez facilement entre la plupart des responsables de nos armées et des gens comme ceux de la France Insoumise, sans doute, hein, sur le plan idéologique, ça se comprend, eh bien, moi, je regrette qu'on en soit arrivé là, et je pense que c'est une violence tout à fait inutile qui leur a été faite de l'intérieur. Bon, vous avez vu, il y a des incendies partout dans le sud de l'Europe. C'est quelque chose qui est préoccupant et dont on doit tirer des leçons. Alors, en cause, le réchauffement climatique. Il y a discussion sur le thème. Peut-être qu'on est dans un moment plus spécialement chaud, quelque chose qui serait cyclique. Mais bon, les observateurs disent que ça a à voir avec le changement climatique, parce qu'il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour s'apercevoir que ça se réchauffe de tous les côtés. Et quand je dis ça se réchauffe, ça paraît curieux, parce que des fois il fait froid en plein milieu des chaleurs. Bon. Mais le réchauffement provoque un dérèglement, il faut le comprendre. Vous n'allez pas retrouver un hiver plus chaud, un été plus chaud, c'est pas ça du tout qui va se passer. Le réchauffement peut provoquer une ère glaciaire, ça peut paraître un peu étrange à comprendre, mais c'est comme ça. Les perturbations qui s'introduisent dans un système qu'on nomme métastable, c'est-à-dire à la limite de l'équilibre, et le système climatique, c'est un système par définition métastable, parce qu'il est toujours à la limite de l'équilibre. Il peut être perturbé au point qu'il y ait une bifurcation. Et ceux qui se déroulaient d'une certaine façon pendant un temps, se déroulent d'une toute autre façon. Il paraît, j'ai lu un papier là-dessus une fois, que statistiquement, le scénario le plus probable pour le climat sur Terre, ce serait la glaciation générale. Mais curieusement, elle ne s'est jamais produite. Il y a eu des pulsations, c'est-à-dire des périodes de grande glaciation, puis des périodes de moindre glaciation. Tout ça pour vous dire que le changement climatique étant commencé, on peut penser que ça contribue à la situation de sécheresse généralisée dans les États, les pays du sud de l'Europe, et c'est là qu'il faut réfléchir, hein, sur l'ensemble du petit bassin méditerranéen. Et nous sommes directement concernés pour tirer des leçons de ça. S'il y a réchauffement au point de provoquer des incendies, il faut donc maintenant qu'on s'organise tous, je dis bien tous, tout autour de la Méditerranée, pour combattre ces incendies, et mieux que tout, les prévenir.
C'est-à-dire qu'il faut que tout autour de la Méditerranée, tous autant que nous sommes, nous mettions en commun nos moyens de combattre les incendies. Parce que c'est stupide de penser qu'à certains moments, des moyens sont disponibles et ne seraient pas utilisés. Donc moi, je suis pour une force de sécurité civile incendie en Méditerranée, de la Méditerranée et des pays méditerranéens où on travaillerait tous ensemble à assurer la lutte contre les incendies. Honnêtement, ça existe déjà en partie, hein, mais il faut stabiliser ça et lui donner de l'ampleur. Et deuxièmement, il faut s'occuper de traiter correctement, c'est-à-dire pas d'exploiter, mais de maîtriser ce qui se passe dans les forêts méditerranéennes. Ça veut donc dire s'en occuper, les traiter, être capable à certains moments de déboiser, des fois de reboiser, bref, de ne pas considérer la forêt comme c'est là et puis ma foi on verra bien. Hein. Alors il y a des broussailles, oui, de temps à autre on les enlève, non. Il faut avoir un travail, il faut donc être capable aussi de faire de la récupération de tous ces matériaux qui sont là. Hein. On sait le faire tout ça. Mais on s'en soucierait d'une manière structurée, organisée, méthodique, pour empêcher que les incendies se propagent à la faveur d'une non-surveillance de cet espace forestier et de sa non-utilisation rationnelle. Et quand je dis rationnelle, ça veut dire en vue de sa préservation et de la préservation de l'écosystème qu'il représente. Donc vous voyez, il y a aussi à apprendre des incendies. Mais évidemment, pour ça, après, derrière, il faut fixer des priorités. Hein. Moi, j'ai toujours pensé que ce pays mourrait d'anémie, pas par manque d'argent, mais par manque d'activités solvables. On rend solvables les activités qu'on veut, hein. Il suffit de le décider. Et vous savez bien que de l'argent qui serait investi dans la sécurité civile, contre les incendies et pour la protection du patrimoine forestier, ça serait un argent super rentable, mais dans des durées qui ne sont pas celles des comptes des entreprises, hein, et du benchmarking, où on surveille tous les 3 mois la profitabilité des entreprises. De la même manière, surveiller les budgets de l'État sans tenir aucun compte d'à quoi servent au juste les sommes que dépense l'État, ben voilà, ça c'est les libéraux, c'est le numéro auquel on a assisté en votant hier à l'Assemblée le petit bout de loi de contrôle et de règlement du budget de l'État. Ça a été un débat. Vous pouvez suivre ça parce que c'est présent toujours sur la chaîne parlementaire, si ça vous intéresse, et aussi sur le lien que nous on a établi avec le site de la France Insoumise. Bon, alors vous avez appris ça. Il y a une dame du Front National qui fait des dénonciations à propos des assistants parlementaires au Parlement européen, qui fait des dénonciations d'élus, en disant ces élus ont des assistants parlementaires qui sont des emplois fictifs. Ça veut dire qu'ils ne font pas assistants parlementaires, ils font autre chose. Hein. Alors pourquoi elle fait ça? Parce que le Parlement européen a eu des démêlés avec le Front National, et bon, à la faveur de toutes sortes de circonstances, dont j'ai oublié ce qu'elles étaient au départ, ont été mis en cause tous les dirigeants du Front National pour avoir mis en cause, mais c'est pas jugé, hein, avoir utilisé leur poste d'assistant à des postes de direction de leur parti. Et donc l'accusation, c'est que ceux-là, ils faisaient le boulot au parti et pas au Parlement européen. Vous comprenez le cadre? Alors, pour mouiller tout le monde, le Front National a décidé d'accuser tout le monde. Alors, dans un premier temps, on avait accusé une série de gens, et puis ensuite, cette personne a fait des dénonciations complémentaires. Je trouve ça extraordinaire. Hein. Donc vous voyez le corbeau qui fait des dénonciations, et puis de temps à autre, il se réveille et dit « Ah, je vais faire des dénonciations complémentaires », parce que comme ça n'avait rien donné par rapport à moi, il dit « Je fais une déclaration complémentaire ». Alors, pour faire cette dénonciation complémentaire, elle a montré du doigt une série de mes assistants. Ah, ils ont des responsabilités politiques. Ben oui, encore heureux, c'est là que je choisis mes assistants. Je choisis nécessairement mes assistants parmi des militants politiques. Je vais vous dire une chose, mes assistants parlementaires, ils ont renoncé à leurs responsabilités politiques parce qu'avec le boulot qu'il y a avec moi, il ne reste plus une minute pour faire autre chose et assumer une responsabilité. Moi, je regrette qu'ils aient renoncé à leurs responsabilités politiques. Mais avoir une responsabilité politique, ça ne veut pas dire que le travail que vous faites le reste de la journée est un travail fictif. Enfin, s'il y en a parmi vous qui appartiennent à un parti ou qui ont une responsabilité dans une organisation quelconque, dans une association, hein, si vous êtes président d'association ou présidente, vous ne seriez pas d'accord pour dire que du coup, le travail que vous faites dans votre entreprise,
c'est un travail fictif, qu'en réalité vous n'y êtes pas, vous êtes en train de passer votre temps à votre association, vous comprenez l'affaire? Alors les technocrates, eux, ils aimeraient bien se recruter entre eux, hein, comme ils ne comprennent rien à l'action politique et qu'ils s'en méfient et qu'ils la détestent en réalité, sur la simple base d'une dénonciation, d'accord? Imaginez-vous, vous allez voir le juge et vous dites, je suis au courant que mon voisin, qui par ailleurs est maire de ma commune, a attaqué une banque. Alors là, le juge lui dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est une dénonciation, je fais une enquête préliminaire. Le juge, pour pouvoir savoir si la dénonciation est vraie ou pas, il est obligé de faire une enquête préliminaire. Ça ne veut pas dire qu'il met en examen, mais il est obligé, on lui dit, Monsieur Mélenchon a commis un délit, le juge se dit, je ne peux pas faire comme si je n'avais pas entendu. Et c'est pas parce que c'est M. Mélenchon que je ne vais pas m'y intéresser. Hein, c'est même plutôt comme c'est M. Mélenchon, j'ai intérêt à m'y intéresser, parce que ça va faire toutes sortes d'histoires. Alors, le juge dit, on fait une enquête préliminaire. Je vais voir si c'est vrai ou pas, si c'est fondé ou pas. Il suffit d'une dénonciation. Dans un cas comme le mien, il suffit qu'une personne me dénonce. Alors allez-y, vous autres qui m'écoutez, vous pouvez me dénoncer pour tout ce que vous voulez. Il n'y a même pas besoin qu'il y ait de preuves. Sauf que si vous m'avez dénoncé et que je ne suis coupable de rien, vous avez fait une dénonciation calomnieuse. Donc j'ai le pouvoir de vous poursuivre. Comme j'ai le pouvoir de poursuivre non seulement ceux qui ont fait la dénonciation calomnieuse, mais tous ceux qui ont propagé cette accusation calomnieuse. Par exemple, le journal Aujourd'hui en France, c'est-à-dire Le Parisien. Alors là, vous voyez, voilà comment il traite le sujet. Parlement européen, Mélenchon rattrapé par les emplois fictifs. C'est-à-dire, vous comprenez, j'étais en train de courir pour me sauver et j'ai été rattrapé par l'affaire. Hein. Donc on voit l'intention mauvaise, calomnieuse de m'impliquer et donc de donner... en fait, ce sont les supplétifs du Front National, parce que le canon à bouillasse est lancé, hein, alors là, la femme du Front National, elle jette une pelletée de boue dans le ventilateur, hein, il y en a partout, tout le monde en prend. Alors, et vous avez le journal Aujourd'hui en France qui prend le relais et qui dit « Ouais, c'est bon, ça sent la boue, il faut en parler, ça fait du... » Alors pareil, je vais vous en montrer d'autres. Assistant parlementaire, l'eurodéputé Mélenchon, ciblé à son tour par la justice. Ciblé, pam, pam, ils vont m'atteindre, vous comprenez le truc, voilà. Et il y en a comme ça, partout. Alors, mettons les choses, on va essayer maintenant de les résumer. Aucun de mes assistants parlementaires n'a eu d'emploi fictif. Tous ont fait un travail d'assistant parlementaire. C'est au point qu'ils ont dû laisser tomber tout ce qu'ils faisaient d'autre. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand vous avez affaire à un eurodéputé comme moi, vous n'arrivez pas à dissocier les aspects de votre activité. Mais vous allez voir quoi. Par exemple, dans le travail parlementaire, j'ai expliqué tous mes votes. Bon, vous savez bien qui je suis. Si je me trompe d'une ligne, si je me trompe d'un mot, ils me tombent tous dessus. Mélenchon a dit que c'est pas vrai, vous savez ce qu'ils me font tous les jours là. Non, Mélenchon dit qu'il y a 31 000 enfants sans toit, ce n'est pas vrai, il n'y en a que 30 000. Ah, tout va bien, il n'y en a que 30 000. Ou l'autre jour, c'était Mélenchon a dit 565 morts au travail chaque année. C'est faux, il n'y en a que 545. Ah, vous voyez, ils font ça tout le temps. Donc je suis obligé d'avoir une équipe qui doit sans cesse vérifier, compléter, etc. Et comme j'ai expliqué tous mes votes, c'est ma conception du travail de député, avec des comptes rendus de mandat, j'ai un bloc qui existe encore du Parlement européen. Alors, il y a tous les votes, c'est un boulot énorme. Bon, le petit bourgeois qui est planqué dans son journal et qui recopie ce qui est écrit dans l'autre, lui, bon, il fait ça ou autre chose, pas de la girafe, bon, c'est rien, quoi. C'est pas vraiment du travail, hein, si on veut bien regarder, c'est de la copie. Ça pourrait presque être considéré comme un emploi fictif, quoi. Bon, ils font pas grand-chose. Mais les gens qui bossent avec moi, si, ça bosse du matin au soir. Il n'y a pas le choix, et moi aussi, je bosse du matin au soir. Ils ont choisi, parce que, pourquoi ils ont choisi? Allez, pourquoi? Parce que c'est des militants, ce sont des militants politiques, assistants parlementaires, c'est-à-dire top niveau pour les connaissances. Alors, là j'ai pris l'exemple des explications de vote, mais je vais vous donner un autre exemple. Je vais à une manif, c'est mon boulot quand même, je suis tribun du peuple, je ne suis pas fonctionnaire du Parlement européen. Je vais à une manif, c'est une manif sur la métallurgie. Bon, il me faut les fiches. Toc, 3-4 fiches pour expliquer quel est le problème dans la métallurgie, quel est le sens de l'action qui a lieu, qu'est-ce qui se rapporte au Parlement européen, aux questions de la métallurgie, etc., etc. Je veux dénoncer l'hypocrisie de ceux qui demandent des mesures anti-dumping, notamment sur les questions d'acier chinois, alors qu'ils importent eux-mêmes de l'acier chinois en Europe. Je parle de M. Mittal, le grand dévastateur de la sidérurgie européenne. C'est du boulot, les petits. C'est pas un truc de journaliste, c'est un boulot. Il faut faire du travail, il faut chercher, il faut se renseigner. Après, quand je suis à la manif, des fois, les copains me disent « Bah vas-y, prends la parole ».
Qu'est-ce que vous croyez? Que je raconte ce qui me passe par la tête? Non, j'ai bossé avant. J'ai préparé, j'ai réfléchi. Il faut dire quelques mots, donc il faut beaucoup résumer, il faut aller à l'axe essentiel. C'est tout un travail, tout ça. Et c'est du travail de député. Et c'est du travail de député européen. Un député et un député européen n'est pas un fonctionnaire du Parlement européen. C'est un militant politique qui intervient pour porter la parole des gens qui l'ont élu et du peuple français d'une manière générale. Donc vous m'entendez exprimer le point de vue des gens qui m'ont élu, que vous connaissez, qui est le point de vue du non en 2005 au traité constitutionnel, et du peuple français quand j'ai le sentiment que ses intérêts généraux sont en cause. Donc il y a zéro emploi fictif autour de moi. Les gens ont fait le travail parlementaire. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que le même jour où je fais l'objet du ventilateur à bout, hein, il y en a 10 autres, de différents partis. Alors on trouve Jadot, on trouve M. Le Yarrick du Parti communiste, on trouve bon, des gens du PS, de ci, de là, etc. Tout le monde en prend plein la tête. Mais ils mettent en exergue la grosse bête, moi. Hein. Pourquoi? Parce que c'est à moi qui veulent nuire. C'est les mêmes, c'est tout le temps les mêmes. Hein. Et là, ça tombe particulièrement bien parce que, vous comprenez, ça, ils ne supportaient pas quoi, de me voir président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, présent, avoir une cote de popularité qui augmente, tout ça, qu'est-ce que vous voulez, ça leur file des boutons, ils passent leur vie à me jeter de la boue sur la tête. Alors, ils ont fini la séquence Mélenchon ne choisit pas entre Macron et le Front National, puis après ils sont passés à la séquence je ne sais plus quoi, et tous les 15 jours, comme ça, commence une nouvelle séquence de dénigrement sélectif de Jean-Luc Mélenchon. Bon, je suis indigné, comme vous l'imaginez, parce que j'ai jamais eu le cuir assez épais pour considérer que j'en avais rien à fiche. Mais ce qui est terrifiant, c'est que je suis le seul à bénéficier d'une faveur médiatique tout à fait spéciale, c'est que le nom de mes assistants, certains de mes assistants, est publié. Bon, ces gens-là, ils ont une vie, quoi, en plus d'être des militants et des personnes qui me sont très chères. Bon, on n'en tient aucun compte, ni d'eux, ni de leur famille, ni des problèmes que peut-être ils sont en train d'essayer de surmonter. C'est vraiment, tous les coups sont permis, quoi, pour salir, faire mal, essayer de démoraliser et d'enfoncer. C'est ça qu'ils veulent faire. Arriver à m'enfoncer psychologiquement, que je finisse par craquer, comme m'avait dit François Hollande, hein, il voulait me faire craquer. Bon, enfin bref, là ils en sont là à nous. Je suis très en colère parce que j'accepte d'assumer mes responsabilités, et je vais vous dire une chose, c'est toujours moi qui ai donné les ordres. Il y a donc un seul et unique responsable de toute cette situation, c'est moi. Foutez la paix aux autres. Parce que les autres, ils ont juste fait que ce que je leur disais de faire. Et c'est normal, parce que ce sont mes assistants parlementaires et que je suis leur patron. Et que le petit bourgeois ne le sait peut-être pas, mais un contrat de travail, c'est un contrat de subordination. En ce qui concerne la presse, c'est très visible, mais c'est vrai pour tout le monde. Et ce n'est pas une subordination morale, c'est une subordination dans le fait que c'est celui qui est l'employeur qui décide et l'autre qui fait. Sauf si ce qu'il fait le met en danger. Point. Voilà. Je suis très en colère à cause de ça, qu'on ait mis en cause comme ça des gens. Et la bassesse, vous savez, de ceux qui disent « Tiens, il y a un problème !» Après, ils mettent 2 lignes pour dire « Mais c'est pas vraiment un problème parce que c'est juste Front National qui a dénoncé. » Mais avant, ils m'ont mis un titre gros comme ça, j'en ai pris plein la tête, mes assistants en ont pris plein la tête, ça dégoûte, des tas de gens, évidemment, se jettent là-dessus, et toute la fachosphère qui est là, ah, lui aussi, plus les éternels pleurnicheurs de toutes sortes, plus les ennemis, vous imaginez, comme un homme comme moi peut en avoir, hein, qui y vont, alors eux, il n'y a même pas la peine de leur expliquer la nuance entre une enquête préliminaire, une mise en examen, un lynchage et un découp. Pour eux, c'est tout du pareil eux-mêmes. C'est Mélenchon, je jette des pierres, voilà. Ça s'appelait un pilori autrefois, au Moyen-Âge. Le pilori, c'était l'endroit où on mettait la personne qui était condamnée, c'était leur sens de la justice, hein. Ils les attachaient, vous savez, avec les mains comme ça et la tête, hein, c'était le pilori. Et tous ceux qui passaient avaient le droit de leur cracher dessus, de leur crier des injures, des fois ils jetaient des pierres, alors bon, les pierres c'était trop, alors c'est bon, arrêtez de jeter des pierres, bon, voilà, c'est le pilori. Il y a donc aujourd'hui un pilori médiatique, c'est-à-dire qu'un ou 2 énergumènes décident de vous mettre au pilori, et aussitôt, boum, toute la meute vous jette des pierres, vous crie des injures, vous crache à la figure. Voilà ce que je dois supporter. Et je vais vous dire, les gens, j'ai besoin de votre solidarité, parce que tous ceux qui l'ont fait, ben, ça m'a fait très chaud au cœur, de sentir que vous ne marchez pas dans les combines pourries. Bon, écoutez, je vous ai dit le tout sur cette affaire. Je sais très bien que j'en prends pour des mois, peut-être même des années. Pendant des mois, des années,
il y aura toujours un con quelque part pour dire mis en cause dans l'affaire des emplois fictifs, hein, de manière à ce qu'il y ait... Bon, ça fait partie du truc maintenant. Je vous invite à répliquer. Hein. Vous pouvez vous répliquer. Moi, je peux pas, je suis pas libre de ma parole. Je peux dire ce que je suis en train de vous dire, mais je ne peux pas aller au-delà. Je vous demande de répliquer. Et je vous demande d'en tirer des conséquences pour bien apprendre à discerner vos amis de vos ennemis. Hein. Ne croyez pas qu'ils font ça comme ça. C'est pas par volonté de vous informer. C'est pas pour vous informer qu'ils font ça. Ils font ça pour nuire et pour combattre le point de vue qui est le mien. En fait, il n'y a pas de parti de droite dans ce pays. Ils ne font pas de campagne, ils ne font pas de travail, ils ne nous tapent pas. Vous avez le souvenir d'une campagne récente d'un parti de droite contre une de nos idées? Il n'y en a pas. Donc, le seul parti de la réaction, c'est le parti médiatique. C'est eux qui font le boulot. Salir, taper, saper à la base tout le monde, laisser entendre que tous les élus sont pourris, c'est ça qu'ils font comme travail. Évidemment, là, ils sont pris la main dans le sac parce qu'ils se font le relais du Front National. C'est de ça dont on parle. Le Front National dénonce et ils passent tous derrière pour dire « Ah là là, c'est formidable, il y a une dénonciation contre Mélenchon. » Voilà. Le parti médiatique est d'essence anti-parlementaire, anti-politique. Et là, dans des moments comme cela, où il s'agit, comme toujours, hein, de faire du buzz, on voit son visage se révéler. C'est notre principal ennemi. C'est comme ça. Pas parce que je l'ai décidé, parce que je le subis. Bon, alors, il paraît qu'il y en a qui s'inquiètent que j'arrête les revues de la semaine. Et il faut bien que j'arrête un jour, hein. Mais moi, je n'avais pas prévu d'être là. Vous avez vu le truc? Ils ont mis partout. Mélenchon proteste parce qu'il veut avoir ses vacances. Ben ouais. C'est pas la peine de faire des grandes phrases sur les hommes politiques, couper de la réalité, etc. Dans la réalité, tout le monde se repose. J'ai besoin de me reposer. On a été plusieurs à dire ça à la commission des présidents, autour du président de l'Assemblée nationale. Vous croyez quoi? Qu'on n'a pas de famille? On n'a pas d'engagement? On n'a pas fait des locations? Hein? Non, c'est pas pour nous, hein? Alors vous avez encore 3 ou 4 plumitifs, là. Celui de Sud-Ouest, c'est la voiture hors corps. Celui-là, il part pas en vacances, ce journaliste, hein. Il reste à la maison pour travailler. Il dit Mélenchon voudrait avoir son été tranquille. Ouais, mon pote, je veux mon été tranquille. Je veux reconstituer ma force, j'en ai besoin. J'ai fait une campagne présidentielle, plusieurs campagnes législatives et une session extraordinaire. J'ai le droit de savoir au moins quand est-ce que je pourrais partir en vacances. Ici, il y a des tas de gens. Dans mon équipe, vous les avez vus, il y a des jeunes. 27, 28, 30, 40, d'accord? Ils ont des familles, ils ont des gamins à la maison. Ils n'avaient pas tous prévu d'être élus, hein, soit dit par parenthèse. Alors, les réservations, tout ça, qu'est-ce qu'on dit aux gosses? Comment on s'y prend? Papa ou maman ne vient pas? C'est ça la réponse? Hein? Et puis après, qu'est-ce qu'on verra dans le journal? Bravo, ces hommes et ces femmes politiques coupés de la réalité. Voilà, bon, donc on a besoin de partir en vacances. Et quand je pars en vacances, ben, la revue de la semaine s'arrête. Puis aussi, tous ceux qui font ce travail avec moi, hein, ça ne se fait pas tout seul. La caméra ne se met pas en route toute seule. Le montage, il ne se fait pas tout seul. Il y a du monde derrière, hein, d'accord, qui fait le boulot. Et vous savez pourquoi ils font le boulot? Parce que ce sont des militants. Des militants! Vous comprenez? Ça existe, les militants. Ils font les choses parce qu'ils pensent que c'est juste de les faire. Et qu'ils pensent que ça a de l'importance que je fasse ça. Alors bon, quand est-ce que je vais arrêter? Ben, je vais arrêter quand il n'y aura plus personne pour faire ce travail-là. Parce que, heureusement, ils seront partis en vacances les uns les autres, c'est ce que je leur souhaite. En ce moment, ça commence, hein. Bon, on a été obligé de dire, bon, bah stop, hein, la Noria, il faut qu'elle ait aussi lieu pour les départs en vacances. Mais il y en a plusieurs, là, leurs vacances sont complètement plantées et ratées. Hein. Ils avaient prévu des choses, ils avaient fait des réservations et tout. Bon, il faut tout arrêter. Mais ils le font parce que ce sont des militants. Hein. Ils pourraient très bien dire, non, non, on ne le fait pas. Moi, je m'en vais, j'ai prévu mon affaire. Alors, j'en profite pour dire à tous ceux qui me donnent des leçons aussi, là, de temps à autre. Il faut faire ci, il faut faire là, il faut organiser ceci. Ben vas-y, fais-le. Si tu veux faire ci, faire là et organiser, fais-le. Nous, on a la session extraordinaire sur les bras. Les caravanes spontanées qui ont lieu dans tout le pays pour expliquer le code du travail et les droits sociaux des gens. À partir du mois d'août, la caravane nationale. Fin août, nous avons les rencontres d'été, les amphithéâtres à Marseille. Ensuite, à la rentrée, on a rebelote, campagne d'explication pour venir en appui à la mobilisation du 12 septembre avec la CGT et Sud. Et ensuite, il y a la préparation de la marche nationale du 23 septembre contre le coup d'État social, c'est-à-dire contre l'application de l'ordonnance et la mise en œuvre du CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada.
Il y a du boulot. Donc, ceux qui ont envie de faire quelque chose, ils ont de quoi faire. Mais donner des conseils, des admonestations, des exigences et tout ça, s'il vous plaît, partez en vacances là. Faut relâcher la pression. Nous, on a une feuille de route. Et j'ai oublié de vous dire, parce qu'il faut que je le rappelle, que fin octobre, on aura la convention nationale de la France insoumise. L'Assemblée représentative, on est 2000, 3000 personnes. Grosse affaire encore. Il faut tout tenir en même temps. Il faut tout faire en même temps. Eh bien, on va tout faire en même temps. Mais pour ça, il faut quand même qu'on se repose un peu. Cette année, apparemment, il va me rester 15 jours. Parce que l'emploi du temps de l'Assemblée, ça va jusqu'au 3 août. Alors, on croise les doigts que ces cinglés n'avaient pas encore imaginé une rallonge, parce que... donc, on aurait 15 jours de pause, après 15 mois non-stop. Et puis, moi, je vais sans doute prendre juste derrière Marseille, le rassemblement à Marseille. Je me dis que 3-4 jours pour me remettre en forme, ça serait bien. Mais il y aura du monde, hein, parce que vous avez vu, hein, je suis un homme seul, il paraît, hein, depuis des années. Je suis tellement seul qu'il y en a 17 qui sont là avec moi, comme parlementaires. Alors, vous devriez demander d'où ils sortent. Vous croyez que je les ai trouvés comme Macron, hein, en faisant un appel dans les journaux. Qui c'est qui veut être député à la France Insoumise? C'est pas passé comme ça du tout. Hein. Il y en a encore bien d'autres, hélas pour moi, qui n'ont pas été élus au deuxième tour, parmi tous ceux qui étaient au deuxième tour, puis bien d'autres qui auraient pu être au deuxième tour. Ça s'est joué à un cheveu. Hein. Donc 45 cas, on est empêché par la concurrence. D'accord? Bon, bref. Il y a du monde, il y a de l'énergie, il y a de la volonté, il y a besoin de solidarité et de fraternité, alors je compte sur vous.